L'air à l'intérieur de la boutique de montres de luxe est froid, stérile et sent l'acier poli et le cuir coûteux. Des lumières jaunes encastrées scintillent sur les cadrans incrustés de diamants, faisant de chaque montre une étoile captive. C'est un silence pesant, celui qui vous impose de chuchoter ou de ne pas parler du tout. Louis pousse les lourdes portes en verre. Il porte un t-shirt gris usé et un pantalon kaki élimé. Pour n'importe qui d'autre, il ressemble à un homme qui s'est trompé de chemin en allant à la quincaillerie. Mais pour Louis, le PDG d'une marque de montres pour hommes de renommée mondiale, ce déguisement est libérateur. Épuisé par les masques suffocants de la haute société, il veut voir ce qui se passe quand le masque tombe. De l'autre côté de la pièce, Chloé se tient derrière un comptoir doublé de velours. Elle scanne Louis de ses chaussures éraflées à ses cheveux décoiffés. Elle n'offre aucune salutation. À la place, elle laisse échapper un ricanement audible et retourne à son smartphone. Pour elle, Louis n'est qu'une tache sur son après-midi immaculé. Et puis, il y a Élise. Polissant méticuleusement un chronographe vintage, elle voit Louis et n'hésite pas. Elle pose son chiffon et se dirige vers lui d'un pas assuré et gracieux. Son sourire n'est pas un rictus plastique et étudié. Il est chaleureux. Il est humain. Bonjour monsieur, dit doucement Élise. Bienvenue dans notre boutique. Puis-je vous présenter notre dernière collection? Louis fait un vague geste vers une montre à la lunette dorée d'une valeur de 60 000 euros. Celle-là a l'air intéressante. Un excellent choix, répond Élise sans la moindre trace de jugement. À l'aide de gants de soie blanc, elle déverrouille la vitrine. Elle explique le mouvement complexe et l'histoire de l'artisan avec un niveau de détail habituellement réservé à la royauté. Pendant 15 minutes, elle traite l'homme au t-shirt usé comme s'il était la personne la plus importante de la pièce. Je la prends, dit finalement Louis. Il se dirige vers le comptoir de caisse en marbre. Chloé est toujours là, planant comme un nuage d'arrogance. Louis fouille dans ses poches. Il se tapote la poitrine. Il fronce les sourcils, ses mouvements devenant frénétiques. Je n'arrive pas à le croire, marmonne Louis, l'air sincèrement affligé. Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Mes cartes sont bloquées. Le silence dans le magasin se brise. Chloé éclate d'un rire sec et strident. Je le savais, ricane-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. La comédie est terminée alors. Vous ne devriez pas venir dans un magasin de luxe pour jouer la comédie juste parce que vous vous ennuyez. Vous nous faites perdre notre temps. Le front d'Élise se plisse. Elle se place fermement entre Louis et sa collègue. Chloé, ça suffit. C'est un client. Un client, aboie Chloé. C'est un imposteur, Élise. Et toi, tu as passé 20 minutes à faire sa servante parce que vous venez tous les deux du même caniveau. Tu es pauvre, ta famille peinait rien. Et tu penses qu'être gentil avec un perdant va changer ça? Élise ne cède pas. Ses mains se serrent sur ses flancs, mais sa voix est froide, ferme et assez forte pour que toute la pièce l'entende. C'est vrai que ma famille est pauvre, dit Élise, chaque mot frappant comme un marteau. C'est vrai que mon statut n'est pas élevé. Mais dis-moi, Chloé, si tu es si noble et si riche, pourquoi es-tu ici à faire le même travail que moi? Nous sommes toutes les deux des employés. La seule différence, c'est que je suis payé pour servir nos clients. Et toi, tu sembles croire que tu es payé pour les juger. Ton arrogance ne te rend pas riche, elle te rend juste petite. Le visage de Chloé vire au rouge vif. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot ne sort. Elle recule visiblement humiliée. Élise se retourne vers Louis, son expression s'adoucissant instantanément. Je suis vraiment désolée pour ça, monsieur, dit-elle doucement. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour la montre. Ce qui compte, c'est votre portefeuille et vos documents importants. Louis la dévisage. Il est habitué aux gens qui pleurent une commission perdue. Il n'est pas habitué à ce que quelqu'un s'inquiète pour sa tranquillité d'esprit. Je vais prendre mon manteau, continue Élise. Nous allons refaire le chemin que vous avez pris. Nous le trouverons ensemble.
Louis sent un étrange serrement dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regarde et voit un être humain en difficulté. Et pour le PDG qui a tout, c'est la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Élise était loin d'être à moitié convaincue. Dès que Louis eut fini de parler du portefeuille perdu, elle demanda rapidement la permission à son manager, sortit de la boutique et s'enfonça directement dans l'obscurité de l'étroite ruelle d'à côté. Monsieur, ne vous inquiétez pas trop. Nous allons le retrouver, dit Élise, sa voix pleine de détermination, bien que son front soit perlé de sueur. Le crépuscule était déjà tombé. La lumière blafarde des lampadaires se reflétait sur les flaques stagnantes et les murs moussus du vieux quartier. Élise n'hésita pas à relever les manches de sa chemise blanche immaculée, s'agenouillant directement sur le sol sale. Elle alluma la lampe de poche de son vieux téléphone, inspectant soigneusement chaque touffe de mauvaises herbes qui poussait le long du trottoir. Elle se pencha même, scrutant les bouches d'égouts noirs, sans se soucier du fait que ses vêtements se tachaient de boue. Louis la suivait lentement, le cœur lourd. Il observait sa petite silhouette chercher diligemment un objet qui n'avait jamais été là. Un fort sentiment de culpabilité envahit le jeune PDG. Ce n'était plus un simple test de qualité de service. Il réalisait qu'il tourmentait la sincérité d'une personne bonne avec une farce égoïste. Élise, peut-être devrions-nous arrêter. Il est probablement vraiment perdu. Inutile de chercher plus longtemps. Louis prit la parole, la voix légèrement étranglée. Élise ne s'arrêta toujours pas. Elle essuya une traînée de sueur de son front, laissant une petite tache de saleté sur sa joue. On ne peut pas faire ça. Il y a beaucoup de documents importants dans le portefeuille, n'est-ce pas? L'argent peut se regagner, mais c'est très difficile de remplacer les documents. Attendez-moi un instant, je vais vérifier ce coin-là encore une fois. Louis ne put le supporter plus longtemps. Il fit semblant de se diriger vers la vieille voiture qu'il avait intentionnellement garée dans un coin sombre du parking. Il ouvrit la portière, fouilla un moment, puis brandit le portefeuille en cuir usé. « Il est là, Élise, je l'ai trouvé !» cria Louis. Élise se releva d'un bond, la respiration lourde. Elle accourut, ses yeux s'illuminant en voyant le portefeuille dans sa main. Louis se gratta la tête, souriant maladroitement. Il était tombé juste sous le siège du conducteur dans la voiture. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps à chercher tout ce temps. Ciao! Élise posa les mains sur ses genoux, haletant d'épuisement. Elle pencha la tête pour le regarder, son visage affichant une fausse déception. Oh mon Dieu, et moi qui m'apprêtais à ramper dans les égouts pour le retrouver pour vous. Mais ensuite, l'épuisement s'estompa rapidement. Élise éclata d'un rire cristallin face à l'air naïf et quelque peu idiot de l'homme en face d'elle. Son sourire était si pur qu'il laissa Louis abasourdi un instant. « Pour me faire pardonner, puis-je vous inviter à dîner ?» proposa Louis, cette fois avec une invitation sincère. Élise épousseta une tache de poussière sur sa chemise et sourit, déclinant poliment. « Merci, mais je n'ai pas vraiment aidé. Je suis juste contente que vous ayez retrouvé votre portefeuille. Conduisez prudemment et ne le laissez pas tomber à nouveau. » Elle lui fit un signe de la main et se retourna pour regagner la boutique. Louis resta silencieux dans le parking désert, ses yeux suivant sa silhouette petite mais résiliente. Il se souvint avec attention du badge qui brillait sur sa chemise un peu plus tôt. Élise Hayes. Louis sourit, une émotion indescriptible s'insinuant dans son cœur. Élise n'était pas du genre à attendre facilement une récompense ou une chance d'une vie meilleure de la part de quelqu'un d'autre. Elle avait des limites claires et un admirable respect d'elle-même. Le jeune PDG réalisa qu'il n'était pas seulement impressionné par sa sincérité, mais qu'il commençait aussi à respecter profondément cette humble jeune femme. Tard dans la nuit, dans la luxueuse villa de Louis. L'intérieur de la villa est si vaste que même le bruit d'un pas résonne avec un sentiment de profonde solitude. Des baies vitrées du sol au plafond
reflète les lumières tentaculaires et indifférentes de la ville en contrebas. À l'intérieur, une unique lampe de designer projette une nappe de lumière chaude sur un bureau en acajou coûteux. Louis est assis là, portant toujours le t-shirt gris usé de tout à l'heure. Entouré de vins intacts et de gadgets high-tech, il fixe un mince dossier en carton, le dossier d'employé d'Elise Hayes. Le bruissement sec et rythmé du papier, le tic-tac régulier et hypnotique d'une horloge murale dans le silence. Les yeux de Louis se fixent sur la petite photo d'identité agrafée dans le coin. Élise ne sourit pas comme elle le faisait dans la boutique, mais son regard dégage une férocité saisissante et silencieuse. Élise Hayes, 28 ans, marmonne Louis. Sa voix sonne creuse dans la pièce vide. Il fait glisser son doigt jusqu'à la section des études. Diplômé major de sa promotion en administration des affaires il y a tout juste un an. Sa moyenne était presque parfaite. Il fait une pause, remarquant la chronologie. Elle a commencé l'université à 24 ans, 6 ans plus tard que la plupart de ses camarades. Il tourne la page. Son front se plisse, la section des contacts d'urgence familiaux est un vide blanc et austère. Une petite note manuscrite au bas de sa candidature attire son attention. Parents décédés. Aucun parent proche vivant. Louis se penche en arrière, le dossier glissant de sa main sur le bureau. Un poids lourd et sombre s'installe dans sa poitrine. Il se souvient de son sourire de cet après-midi, le sourire de quelqu'un qui a choisi de traiter le monde avec bonté, même si le monde lui avait probablement tourné le dos de nombreuses fois. Il regarde autour de sa maison opulente. Les sols en marbre et les accents dorés lui semblent soudain grotesques. Une vague de honte froide le submerge. Qui était-il pour utiliser un jeu trompeur afin de tester l'humanité d'une femme qui s'était battue contre l'enfer juste pour tenir debout? Sa curiosité se dissout, remplacée par un respect profond et douloureux. Élise n'a pas besoin de sa pitié. Elle est plus forte, plus résiliente que n'importe quel membre du conseil d'administration qu'il ait jamais affronté. « Je n'avais aucun droit de te tester », murmure Louis dans la pièce vide. Il réalise que derrière ce simple badge et cette courtoisie professionnelle se cache une âme forgée dans le feu. Pour la première fois depuis des années, le PDG milliardaire d'un empire mondial se sent petit. Il ne voit plus une vendeuse, il voit une héroïne. Le soleil de l'après-midi traverse les vitres de la boutique, transformant les grains de poussière en minuscules paillettes d'or. Élise est à genoux, polissant méticuleusement la base d'une vitrine en verre. Une paire de chaussures à talons hauts s'arrête à quelques centimètres de sa main. « Alors, Élise ?» La voix de Chloé dégouline de sarcasme. « Quelle a été la grande récompense? Le mendiant t'a donné une pièce de 5 centimes pour ta recherche héroïque dans le caniveau. Sarah, une autre vendeuse, glousse derrière le comptoir. Peut-être qu'il lui a donné une carte de remerciement en carton. C'est ce que font les gens comme ça, non ?» Élise ne lève pas les yeux. Son chiffon continue ses cercles rythmiques sur le verre. Le silence est sa seule arme. Elle ne leur donne pas la satisfaction d'une réaction. Elle travaille, tout simplement. Quelques heures plus tard, les lourdes portes en verre se verrouillent derrière elle. Élise expire. L'air frais du soir est un soulagement après l'odeur suffocante du parfum cher. Élise, elle sursaut légèrement. De l'autre côté du trottoir, appuyé contre une modeste berline argentée, se trouve Louis. Il a troqué sa chemise usée contre un simple pull bleu marine. Il a l'air normal, accessible. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demande-t-elle, les yeux écarquillés de surprise. Louis sourit, une courbe lente et sincère de ses lèvres. Il pointe le revers de son manteau. « Votre badge est difficile à manquer. Il est pratiquement lumineux. » Élise baisse les yeux, sentant la chaleur monter à ses joues. « Oh, c'est vrai, j'ai oublié de l'enlever. » Elle laisse échapper un petit rire d'autodérision. Soudain, elle se redresse. Elle s'éclaircit la gorge et adopte un ton faussement sérieux.
tendant la main avec une grâce professionnelle. Bonsoir, monsieur, dit-elle, les yeux pétillants de malice. Mon nom est Élise. C'est un plaisir de vous accueillir. Comment puis-je aider un gentleman distingué aujourd'hui? Louis glousse, le son profond et chaleureux. La tension de la boutique semble à des kilomètres. Ici, sur le trottoir animé, ils ne sont que 2 personnes. En fait, dit Louis, entrant dans le jeu, je suis à la recherche d'une montre, mais j'ai peur que votre boutique habituelle soit hors de mon budget. J'ai besoin de quelque chose de fiable pour un ami très spécial. Un ami très spécial, dites-vous? Élise penche la tête. Suivez-moi, je connais un endroit à 3 rues d'ici. Bonne qualité, prix honnête. Ils marchent ensemble. La ville bourdonne autour d'eux. Louis se déplace avec une étrange confiance tranquille qu'Élise n'arrive pas à cerner, mais qui la met en sécurité. À l'intérieur de la plus petite boutique, l'atmosphère est bruyante et lumineuse. Pas de velours, pas de chuchotement feutré, juste des rangées de montres robustes. Louis prend un modèle classique en acier inoxydable. C'est un style pour homme, mais le bracelet est minuscule. Élise se mord la lèvre pour ne pas rire. Louis, votre ami a les poignets d'un garçon de 10 ans? Louis regarde la montre, puis elle. Son expression s'adoucit en quelque chose de vulnérable. En fait, il a 12 ans. Hein. C'est un cadeau d'anniversaire. Le sourire taquin d'Élise s'efface. Elle regarde à nouveau la montre, puis de nouveau Louis. Son cœur fait un étrange et doux bond. Il n'achète pas ça pour lui-même ou pour un père de la haute société. Il achète un cadeau pour un enfant. 12 ans, répète-t-elle doucement. C'est un grand âge. Il aura besoin de quelque chose qui puisse supporter l'aventure. Elle passe les 20 minutes suivantes à l'aider à comparer les modèles, son expertise maintenant alimentée par une chaleur tranquille. Alors qu'il retourne dans la rue, Louis se tourne vers elle. « Élise, merci. J'aurais été perdu là-dedans. » Il fait une pause, sortant son téléphone. « Pourrais-je avoir votre numéro? Juste au cas où j'aurais des questions sur l'entretien. Je veux m'assurer qu'elle dure pour lui. » Élise le regarde. Elle voit la sincérité. Ce n'est pas un requin. C'est juste un homme qui essaie de faire quelque chose de gentil. « Des questions d'entretien, hein ?» demande-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Bien sûr, pour le bien de la montre. » Elle prend son téléphone et tape son numéro. En le lui rendant, leurs doigts se frôlent. Une petite étincelle, inaperçue de la ville, mais ressentie par tous les deux. Le contraste est saisissant. Louis est assis dans son luxueux bureau Penthouse, un vaste centre de commande vitré surplombant les veines lumineuses de la ville. L'air est filtré, silencieux et sent l'ozone froid. À 15 kilomètres de là, Élise est assise à une petite table en bois ébréchée dans son studio exigu. Le bourdonnement d'un vieux réfrigérateur est sa seule compagnie. Elle mange un simple bol de nouilles, les épaules affaissées par une journée de 10 heures. Une notification retentit sur son téléphone. C'est Louis. Le travail a été épuisant aujourd'hui. Je n'arrête pas de penser à ce que ces femmes t'ont dit. Elles continuent de te harceler à cause de moi? Élise fixe l'écran. Elle se souvient des commentaires cinglants de Chloé et des tâches de nettoyage supplémentaires empilées sur son bureau aujourd'hui. Elle grimace, puis tape en retour avec un sourire fatigué. « Ça va, Louis? Les gens sont ce qu'ils sont. Je ne me soucie pas d'eux. Tant que je fais bien mon travail, je peux dormir tranquille. Ne t'en fais pas. » Dans son bureau, la prise de Louis sur son téléphone se resserre. Sa résilience est belle, mais l'injustice de la situation a un goût de cendre dans sa bouche. Il pose le téléphone et se tourne vers un moniteur de la taille d'un mur. Accédez à la succursale 402. Image d'archives, aujourd'hui, ordonne-t-il. L'écran s'anime. Des images de sécurité haute définition de la boutique remplissent la pièce. Louis regarde en silence, le visage grave. Il y a Chloé, appuyée contre un pilier de velours, les yeux rivés sur son smartphone, tandis qu'un couple d'âge moyen erre sans but dans la galerie. Il y a Sarah, bavardant près des caisses, riant en ignorant un téléphone qui sonne. Et puis, il y a Élise. Elle est partout. Elle porte de lourdes boîtes de livraison. Elle polit le verre sur lequel Chloé vient de s'appuyer.
Elle accueille chaque client avec la même chaleur sincère qu'elle lui a donnée, même lorsque Chloé jette une pile de paperasse désorganisée sur son poste. La mâchoire de Louis se contracte. Il regarde Chloé pointer du doigt Élise, sa bouche bougeant dans ce qui semble être un ordre sec et condescendant. Élise hoche simplement la tête, prend la tâche et continue de bouger. Une colère lente et froide commence à émaner de Louis. Ce n'est pas le genre bruyant et explosif, c'est la rage calculée d'un prédateur qui en a assez vu. Il se penche en avant, les yeux fixés sur le visage moqueur de Chloé à l'écran. Il appuie sur une touche de son clavier, sauvegardant les images sur un serveur privé. Tu penses être intouchable parce que tu portes ma marque, murmure Louis, sa voix tranchant le silence du bureau comme une lame. Mais tu as oublié à qui appartient la marque. Il reprend son téléphone et envoie un dernier message à Élise. Tu mérites mieux que ça va, Élise. Repose-toi bien. Il ferme l'ordinateur portable. La décision est prise. Il est temps de faire le ménage et il va commencer par les gens qui se croient trop grands pour être gentils. Le soleil du dimanche matin filtre à travers les chênes centenaires de l'orphelinat Saint-Jude. La lumière est chaude, mais elle transporte une poussière silencieuse et mélancolique. L'air résonne des rires d'enfants et des ballons en caoutchouc rebondissant sur le pavé. Élise se tient dans la cour, les bras chargés de cahiers colorés. Elle les distribue à une file d'enfants impatients, offrant un sourire éclatant avec chaque livre. Puis, elle se fige. De l'autre côté de la cour, assis sur un banc en bois usé, se trouve Louis. Il est penché en avant, parlant doucement à un petit garçon silencieux aux cheveux bruns en bataille. Élise plisse les yeux contre le soleil. Au poignet mince du garçon, captant l'éclat du matin, se trouve la montre classique en acier inoxydable qu'ils ont achetée ensemble quelques jours plus tôt. Elle s'approche lentement, ses pas crissant sur le gravier. Louis, appelle-t-elle, sa voix un mélange de confusion et de surprise. Louis lève les yeux. Pendant une seconde, il est complètement sans voix. Élise, je ne m'attendais pas à te voir ici. Le garçon regarde entre eux, puis s'enfuit silencieusement pour rejoindre ses amis, vérifiant fièrement l'heure sur sa nouvelle montre. Élise s'assoit sur le banc à côté de Louis. L'espace entre eux semble différent aujourd'hui. L'air de la ville a disparu, ne laissant que la vérité nue et sans masque. Alors, c'est ça, l'ami spécial, dit doucement Élise, regardant le garçon courir. Pourquoi es-tu ici, Louis? Louis baisse les yeux sur ses mains. Il prend une longue inspiration tremblante. Le personnage enjoué et maladroit qu'il portait à la boutique s'efface complètement. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans, dit Louis, sa voix basse et rauque. Mon grand-père m'a recueilli, mais il est décédé 4 ans plus tard. Je n'avais personne d'autre. J'ai grandi ici même, dans cet orphelinat. Le souffle d'Élise se coupe. Elle regarde l'imposant bâtiment de briques, puis de nouveau lui. Quand je le regarde, Louis fait un geste vers le garçon à la montre, je me vois. La même colère, la même peur d'être oublié. Le silence s'installe entre eux. Il n'est pas inconfortable. C'est le silence lourd et sacré de la douleur partagée. Élise baisse les yeux sur ses baskets usées. Elle se mord l'intérieur de la joue. Je pensais être la seule à porter des fantômes aujourd'hui, murmure-t-elle. Louis se tourne vers elle, ses yeux remplis d'une douce interrogation. Mon enfance n'a pas été un conte de fées non plus, continue Élise, sa voix tremblant légèrement, mais restant farouchement stable. Mon père était un joueur invétéré. Il buvait. Il nous frappait. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai reçu une lettre d'acceptation pour une bonne université. J'ai dû la déchirer le jour même. Je devais travailler pour payer l'électricité. Louis écoute, le cœur serré à chaque mot. Il n'interrompt pas. Il est juste témoin de sa force. Puis, ma mère est tombée malade. La voix d'Élise se brise. Elle est morte quand j'avais 22 ans. À 22 ans, c'était juste moi contre le monde. Elle lève les yeux au ciel, clignant des yeux avec force. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer, Louis,
J'ai hurlé contre les murs, mais pleurer ne paie pas les factures d'hôpital. Ça n'achète pas de nourriture. Elle prend une profonde inspiration saccadée, forçant l'air à rentrer dans ses poumons. Alors, j'ai arrêté de pleurer. J'ai fait 3 boulots et à 24 ans, j'ai enfin commencé l'université. Louis la regarde. Ses yeux sont emplis d'admiration et de tristesse. Il tend la main, mais l'arrête à mi-chemin, craignant de briser sa fragilité. Une seule larme s'échappe de l'œil d'Élise. Elle roule lentement sur sa joue pâle, captant la lumière du soleil. Avant qu'elle n'atteigne son menton, elle l'essuie farouchement avec le dos de sa main. Elle se tourne vers Louis, lui frappant l'épaule de manière enjouée. Bref, tout ça, c'est du passé, dit Élise, forçant un sourire éclatant et provocateur pour chasser la morosité. Il faut continuer à avancer, n'est-ce pas? De bonnes choses nous attendent. Je le sais. Elle se lève rapidement, époussetant son jean. J'ai promis de montrer aux filles comment plier des grues en papier, dit-elle, son énergie revenant. À plus tard, Louis. Elle court vers un groupe de filles sous le chêne, son rire se mêlant au leur. Louis reste sur le banc. Il regarde son dos, la poitrine serrée par une émotion si puissante qu'elle lui coupe le souffle. Il réalise avec une clarté absolue qu'il est complètement amoureux d'elle. Pas parce qu'elle est gentille avec un homme pauvre, mais parce qu'elle est une guerrière qui a refusé de laisser le monde la rendre froide. Il serre la mâchoire. Le PDG milliardaire fait une promesse silencieuse. Il ne peut plus lui mentir. Pas un jour de plus. La boutique de montres de luxe est à son heure de pointe absolue. L'air est chargé de l'odeur de bergamote coûteuse. Le doux cliquetis rythmé du métal contre le verre résonne dans la pièce. Des clients fortunés dérivent entre les allées comme des fantômes en soie de créateurs. Puis, les lourdes portes en verre s'ouvrent en grand. La force pure de l'entrée impose le silence à toute la pièce. Louis entre. Mais ce n'est pas l'homme au t-shirt usé. Ce n'est pas le type maladroit de l'orphelinat. Il est drapé dans un costume 3 pièces, sur mesure, gris anthracite. Il lui va comme une seconde peau. Ses cheveux sont parfaitement coiffés. Sa mâchoire semble avoir été sculptée dans le granit. Il avance avec l'autorité absolue d'un homme qui possède chaque molécule d'air dans le bâtiment. Chloé le voit en premier. Elle se précipite, son sourire calculé fermement en place. Puis ses yeux s'écarquillent alors que les traits du visage se mettent en place. « Vous » halète Chloé, sa voix dégoulinant de venin. « Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je pensais avoir été clair sur le fait que nous ne tolérons pas les mendiants qui jouent à se déguiser. » Louis ne ralentit même pas. Il lève une main. C'est un geste froid et dédaigneux qui la fait taire instantanément. Il la dépasse, ses chaussures en cuir poli claquant rythmiquement contre le sol en marbre. Il s'arrête juste devant Élise. Élise est en train de polir un chronographe serti de diamants. Elle lève les yeux, son souffle se coupe. Le doux chiffon en microfibre glisse de ses doigts, tombant au sol avec un bruit sourd et silencieux. « Louis !» murmure-t-elle, sa voix tremblante. « Quoi? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu as l'air... » Louis lui offre un sourire confiant, le sourire d'un sauveur. Il lui tourne le dos, faisant face à tout le personnel et aux clients stupéfaits. Sa voix résonne comme un coup de tonnerre. « Attention, tout le monde !» commande Louis. La pièce tombe dans un silence de vide. J'ai gardé un secret pendant bien trop longtemps. Je suis Louis Sterling. Je suis le PDG et propriétaire de tout ce groupe. Des halètements parcourent la foule. Le visage de Chloé se vide de toute couleur, devenant d'un gris cendré maladif. On dirait que le sol vient de s'ouvrir sous ses pieds. Louis tourne son regard vers Chloé. Ses yeux sont aussi aiguisés que des lames de rasoir. « Je suis venu dans cette succursale en tant qu'homme simple pour voir la véritable âme de mon entreprise, » dit Louis, sa voix glaciale. « Et qu'ai-je trouvé? J'ai trouvé une vendeuse qui croit que le compte en banque détermine la valeur d'une personne.
Vous n'accueillez que les riches, les pauvres ne méritent-ils pas un respect élémentaire? Vous avez enfreint les règles même sur lesquelles cette entreprise a été bâtie. Il sort un lourd dossier de sa veste et le claque sur le comptoir en marbre. Voici les enregistrements de sécurité du mois dernier. Chloé, vous êtes licenciée avec effet immédiat. Faites vos bagages et partez. Chloé éclate en sanglots bruyants et rauques, se dépêchant de rassembler son sac à main. Les autres membres du personnel sont figés, en état de choc pur. Louis se tourne vers le directeur du magasin. Elise Hayes doit être promue consultante senior immédiatement. Son salaire est triplé. Il se retourne vers Elise. Il rayonne. Il attend qu'elle lui court dans les bras. Il attend les larmes de joie, le regard d'admiration absolue. Il a gagné. Il l'a sauvée. Mais Elise est parfaitement immobile. Son visage ne brille pas de bonheur. Il est d'une pâleur mortelle. Ses yeux ne sont pas remplis d'admiration. Ils sont remplis d'une déception froide, abrupte et profonde. « Élise ?» demande Louis, son sourire vacillant. « Est-ce que ça va? Je voulais te faire une surprise. » Élise le regarde comme s'il était un parfait inconnu. « C'est ça que tu crois que c'est ?» demande-t-elle, sa voix basse et tremblante d'une colère soudaine. « Une surprise amusante? Un test pour voir si j'étais digne de ta charité? Non, Élise, je voulais te protéger. »« Tu m'as menti, » dit-elle, ces mots aussi tranchants que du verre brisé. Elle fait un pas en arrière, secouant la tête. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur, Louis. » Elle se tourne vers le directeur, la voix creuse. « J'ai besoin de prendre le reste de ma journée. » Elle n'attend pas de réponse. Élise tourne le dos au PDG milliardaire et sort par les portes en verre, le laissant debout au centre de son vaste empire, complètement et totalement seul. Le soleil est une braise mourante à l'horizon, projetant de longues ombres meurtries sur le parc tranquille au bord du lac. L'eau est une nappe de verre sombre, froissée seulement par une brise froide du soir. Louis se tient près du saule pleureur, serrant un énorme bouquet de roses d'un rouge profond. Dans son costume sur mesure, il ressemble à un prince de conte de fées, mais ses yeux sont agités. Il attend. Élise apparaît à travers la brume. Elle porte le même manteau que dans la boutique, mais elle semble plus grande, plus d'acier. Louis s'avance, son cœur battant contre ses côtes. Il tend les fleurs. « Élise, » dit-il, sa voix épaisse d'espoir. « Je t'ai cherché partout. Je voulais te dire ce que je ressens. Correctement cette fois. » Élise s'arrête à 1 mètre de lui. Elle regarde les roses, puis son visage. Elle ne les prend pas. « Tu penses que ça répare les choses ?» demande-t-elle. Sa voix est une lame basse et stable. « Tu penses que me tromper, jouer aux pauvres pour tester mon cœur, était un grand et noble acte d'amour ?» Le sourire de Louis vacille. Les roses semblent lourdes dans ses mains. « Je voulais seulement trouver quelqu'un de vrai, Élise. Quelqu'un qui ne voyait pas l'argent en premier. Je voulais savoir qui tu étais vraiment. »« Et tu as fait ça en te moquant de ma gentillesse ?» l'interrompt Élise. Sa voix tremble, mais son regard ne faiblit jamais. « Le jour à l'orphelinat, je t'ai tout donné. Je t'ai donné mes secrets, ma douleur, ma sincérité la plus absolue, et tu es resté assis là, sachant que tu étais un milliardaire, regardant une fille lutter pour survivre pendant que tu profitais de ta petite pièce de théâtre. Tu n'as pas découvert qui j'étais, Louis. Tu m'as juste montré qui tu es. »« Je t'aime, » dit Louis, le désespoir brisant sa voix. Il laisse tomber les fleurs. Elles heurtent l'herbe avec un bruit sourd. « Je veux prendre soin de toi. Tu n'auras plus jamais à te soucier des factures d'hôpital ou du loyer. Je peux te donner le monde. » Élise fait un pas en arrière, lent et délibéré. « J'ai passé 10 ans à tomber et à me relever pour prendre soin de moi-même, » dit-elle. « J'ai survécu à un père qui m'a brisé et à un monde qui m'a ignoré. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai saigné pour mon indépendance. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, Louis, et je n'ai certainement pas besoin d'un patron qui traite ma vie comme une expérience sociale. » Elle prend une profonde inspiration, ses yeux se vidant des derniers vestiges de blessures. « Je démissionne de la boutique, »
dit-elle, avec effet immédiat. Ne me suis pas. Elle se tourne. Elle ne regarde pas en arrière les roses mourant sur l'herbe. Elle marche dans l'ombre, sa silhouette nette et incassable. 6 mois plus tard, la ville se réveille sous une douce pluie de printemps. Au coin d'une rue tranquille, une petite enseigne élégante est suspendue au-dessus d'une vitrine légèrement embuée. Les fleurs d'Élise. C'est une minuscule boutique de fleurs, achetée avec des années d'économie disciplinée et une fierté féroce et nouvelle. À l'intérieur, Élise taille les tiges de lys blanc. Elle ne porte pas d'uniforme de créateur. Elle porte un simple tablier de toile, son visage rayonnant alors qu'elle tend un bouquet emballé à un client. De l'autre côté de la rue, une berline noire est garée. Louis est assis au volant. Au cours des 6 derniers mois, il a profondément réfléchi à ses actions impulsives et arrogantes. Il comprend enfin le poids des mots d'Élise. Il n'avait pas complètement coupé les ponts. Un SMS occasionnel et poli, demandant une recommandation de livres ou des nouvelles de la météo, avait maintenu un pont fragile entre eux. Il n'a plus essayé de la sauver ou d'étaler sa richesse. Au lieu de cela, il a appris à simplement la respecter, observant de loin comment elle construit son propre empire, une fleur à la fois. Élise lève les yeux du comptoir. Elle voit la voiture. Cette fois, Louis ne se cache pas seulement dans l'ombre. Il ouvre la portière et sort dans la légère pluie de printemps. Il ne tient pas un grand bouquet de roses et il ne porte pas un costume de pouvoir intimidant. C'est juste Louis, debout tranquillement sur le trottoir. Élise se dirige vers l'entrée de sa boutique. Elle ne se détourne pas. Alors que leurs regards se croisent de l'autre côté de la rue tranquille, un doux et léger sourire effleure ses lèvres. Louis lui sourit en retour, la lourde tension du passé se dissipant enfin sous la pluie. Ce n'est pas une fin de conte de fées précipitée. C'est quelque chose de bien mieux. Ce sont 2 personnes qui se tiennent enfin sur un pied d'égalité, ouvrant la porte à une histoire d'amour vraiment magnifique. Dans les moments décisifs de nos vies, le vrai caractère est rarement révélé lorsque nous avons toutes les cartes en main. Au contraire, il est profondément exposé dans la manière dont nous respectons ceux qui semblent n'avoir rien à nous offrir. Louis est entré dans cette boutique en croyant qu'il testait Élise, mais il a finalement appris une leçon dévastatrice sur sa propre arrogance. Nous jugeons souvent les gens par la richesse qu'ils projettent, oubliant que chaque individu, qu'il s'agisse d'un simple étranger ou d'un client qui franchit nos portes, mérite un respect indéfectible. Le vrai professionnalisme et la véritable humanité consistent à honorer la dignité d'une personne et non à évaluer son compte en banque. Louis a appris que si la richesse peut acheter des empires, elle ne peut jamais acheter une authenticité véritable ou un cœur sincère. Le parcours d'Élise est un puissant rappel que notre estime de soi n'est pas une monnaie d'échange, ni le sujet de l'expérience de quelqu'un d'autre. La véritable autonomie ne vient pas de l'attente d'être sauvé par le pouvoir de quelqu'un d'autre. Elle se forge en construisant son propre chemin, pierre après pierre douloureuse. En fin de compte, que ce soit en affaires ou en amour, les relations construites sur des tests secrets et la tromperie se briseront toujours. Une véritable connexion exige que 2 personnes soient assez courageuses pour se tenir sur un pied d'égalité absolue, se faisant face avec une honnêteté totale et sans faille. Si cette histoire a résonné en vous et que vous croyez au pouvoir de l'authenticité, veuillez vous abonner à la chaîne Histoire qui touche de l'âme. Rejoignez notre communauté alors que nous continuons à explorer les réalités profondes, complexes et magnifiques de l'expérience humaine. Cliquez sur le bouton d'abonnement et laissez ces histoires continuer à émouvoir votre âme. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires, que ce soit de France, du Vietnam, du Canada ou de n'importe où ailleurs dans le monde. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? A-t-elle résonné en vous? Votre avis est précieux.
D'ailleurs, si vous aussi, vous avez une histoire incroyable, touchante ou inspirante à partager, n'hésitez surtout pas à la raconter. Cet espace est aussi le vôtre, un lieu pour que nos récits se rencontrent. Pour finir, et c'est le plus important, je vous envoie toutes mes pensées positives. Où que vous soyez, je vous souhaite d'être en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.